Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Alors le chocolat, c'est vraiment une merveille de nutriments qui vont te permettre de mieux relaxer, en gros de détendre tes muscles. Donc en fait, le chocolat noir de très bonne qualité, au-delà de 70%, avec très peu de sucre, plus de gras, de magnésium, de cannabiol aussi pour te détendre, va t'amener des endorphines, donc un calme que tu recherches le soir. Vous avez du mal à retrouver le sommeil? Vous tournez en rond avec une peur qui vous bloque? Vous souhaitez mieux communiquer, mieux gérer vos émotions? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Laetitia Léonard, je suis spécialiste en thérapie brève et dans ma boîte à outils, j'utilise le MDR, l'hypnose ou encore les fleurs de Pâques, la PNL et aussi le mouvement et le son. Dans ce podcast depuis 2020, avec Secrets de Polichinelle, je vous propose des outils, des conseils pratiques, des interviews de praticiens du bien-être et des témoignages d'expérience pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Et si vous voulez prolonger cette dose de motivation et de bonne humeur, je vous envoie chaque mois une newsletter avec encore plus de ressources. Si vous avez envie de venir au cabinet, à Paris ou en visio, ou de vous inscrire à la newsletter, je vous mets le lien en description. Et puis je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter ce podcast. Vos partages sont importants pour le faire connaître. Bonne écoute! Bonjour Claire. Bonjour Laetitia. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Moi aussi, c'est un plaisir de parler des thématiques que tu proposes. Alors, effectivement, en tant que thérapeute EMDR, souvent, je ne vous parle pas que de l'esprit, je vous parle aussi du corps, parce que je pense qu'il y a quand même un triptyque qui est important dont on parle souvent en Secrets de Polichinelle, qui est à la fois l'activité physique, le sommeil, qui est notre sujet de ce semestre dans le podcast, et l'alimentation. Et Claire, tu étais déjà venue pour un premier épisode, et j'avais reçu d'ailleurs de très bons retours sur les partages que tu avais faits, parce qu'effectivement, on sous-estime souvent l'impact de l'alimentation sur le sommeil. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'en parler avec toi, voir ce qui peut freiner, ce qui peut aider. Alors pour commencer, effectivement, on se pose souvent la question, et on me la pose parfois aussi. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent empêcher de dormir vraiment? Alors oui, en tout cas, il y a des aliments qui vont rester plus longtemps, si tu veux, au niveau digestif dans l'estomac. Donc nous, on les classifie dans la classe de nutrition. Par exemple, quand on fait nos études, on nous donne le temps de vidange en fait gastrique. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'aliment que tu vas manger le soir. En combien de temps il va sortir de l'estomac pour passer après dans le reste de ton tube digestif? Donc on sait que, pour te donner un exemple, ce qui va rester très peu de temps, c'est l'œuf, le riz, le poisson blanc. Et par contre, tout ce qui va être viande ou poisson gras, comme la sardine à l'huile, par exemple, elle va rester 9 heures dans l'estomac. Le fromage, il va rester 7 heures. Les lentilles, toutes les légumineuses, en fait, vont rester à peu près 5 à 7 heures. Et si tu as déjà au départ un problème de digestion avec une digestion un petit peu lente, tu vas te rendre compte que ça va t'empêcher de dormir parce que ça va remonter et ça risque de te provoquer le reflux gastro-œsophagien. Et il y a beaucoup de personnes qui d'ailleurs disent qu'elles sont empêchées de dormir parce qu'elles ont cette remontée acide dans l'œsophage qui va bloquer l'ensemble de la digestion après. Donc c'est vrai que ce qu'on va proposer, c'est de faire attention au gras pour le soir, parce que plus c'est gras, plus ça va mettre du temps à descendre dans le tube digestif. Plus c'est de la protéine que déjà la personne a du mal à digérer en temps normal ou que ça fatigue l'après-midi dès qu'on en a mangé le midi, on va diminuer aussi la protéine, on va dire de volaille quand elle est trop rôtie, de rôti de bœuf, voilà, ou des choses en sauce. On préférera les proposer au déjeuner pour justement que ce soit un dîner plus léger, sommeil friendly comme on dit, pour avoir le moins d'encombrement digestif. À l'inverse, est-ce qu'il y a aussi des aliments qui favorisent le sommeil finalement, qui peuvent nous aider à mieux dormir ou à faciliter l'endormissement? Oui, tout à fait. En fait, il y a les aliments qui vont être très solubles, très faciles à digérer et qui vont induire, en fait, qui vont contenir du tryptophane, qui vont donc fabriquer de la sérotonine dans la journée et qui vont produire la mélatonine, qui est l'hormone en fait du sommeil. Ce qui fait que tout ce qui est œufs, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est à base de magnésium comme la banane, tout ce qui va en fait contenir des céréales complètes, ces acides aminés, donc ce tryptophane, va induire toute une cascade en fait biochimique dans ton corps qui va faire que tu vas mieux fabriquer tes neurotransmetteurs, tu vas te sentir plus apaisé, plus en joie et du coup l'envie d'aller
te poser va être un petit peu plus naturel. OK. Et c'est pour ça qu'on a remarqué que finalement, de manger léger avec des légumes, avec une soupe le soir, d'être sur l'œuf, par exemple. L'œuf, le soir, en protéines, c'est une super alternative. Le poisson blanc, c'est extrêmement facile à digérer. Et puis voilà, c'est rempli de ces bonnes protéines qui vont fabriquer après tes neurotransmetteurs du calme et de finalement la bonne humeur qui va induire aussi moins d'anxiété. Mmh. Donc forcément, tu vas t'endormir dans des meilleures conditions et digestives et émotionnelles. Donc on sait qu'après, ton corps va pouvoir faire tout le travail pendant cette nuit, c'est-à-dire de vidanger tout ce que tu as accumulé dans la journée, de permettre aux organes en fait de nettoyer entre guillemets tout ce qu'ils doivent faire pendant ce jeûne en fait diurne. Et cette production des neurotransmetteurs aussi qui a lieu, tu sais, comme on parle du cortisol, comme on parle de la dopamine, qui va donc modifier toute ta journée d'après. Donc en fait, voilà, comme les aliments peuvent modifier le pouvoir de ton sommeil et la réparation surtout nocturne. Ouais, et tu prépares la journée suivante, en fait. Et donc, tu me confirmes, j'ai entendu parler de chocolat, qu'on peut manger du chocolat, parce que souvent, le carré, voire plusieurs carrés de chocolat noir, je pense qu'on est plusieurs à faire ça des fois le soir. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut continuer à faire avec modération? Oui, voilà. Comme tu sais, j'aime à dire qu'il est interdit d'interdire. Et alors vraiment, en tant que chocologue Oui, récemment c'est vrai que tu es diplômée, chocologue en plus, oui. eh oui, et j'ai fait la formation certifiante. Je suis pas encore comme Victoire Finaz, être chocologue, mais je tends vers cet approfondissement-là. Alors, le chocolat, c'est vraiment une merveille de nutriments qui vont te permettre de mieux relaxer. En gros, de détendre tes muscles. Donc, en fait, le chocolat noir de très bonne qualité, au-delà de 70%, avec très peu de sucre, Mmh. donc plus de gras, de magnésium, de cannabiol aussi pour te détendre, qui va t'amener des endorphines, donc un calme que tu recherches le soir. En fait, dis-moi ce que tu manges ou ce que tu aimes le soir et je te dirai qui tu es et comment tu vas. Donc toi, par rapport à ta thérapeutique, c'est hyper intéressant de faire le lien entre nos deux approches parce que finalement, une envie de chocolat le soir signifiera que tu as besoin de calme, que tu as besoin de détendre ton corps aussi bien que ton esprit, que tu as aussi peut-être un besoin de carburant énergétique parce que tu as peut-être fait de l'activité, d'ailleurs notamment pour le sportif ou la sportive, donc le chocolat noir le soir, pour venir aider cette récupération de la masse musculaire, la détendre et t'apporter surtout du plaisir parce que c'est tellement bon. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Donc il y a aucun problème, 1 ou 2 carrés. Si on a un doute, on regarde la valeur nutritionnelle et on se fait accompagner par un pro qui va rassurer tout ça. S'il y a des comportements alimentaires parfois qui peuvent être Oui, dans le difficulté d'être dans le raisonnable, eh bien de savoir que c'est OK sur 2 ou 3 carrés, on se régale et on dort bien du coup. Ça induit avec le tryptophane. Il y a du tryptophane aussi dans le chocolat quand il est de belle qualité. Ça va induire du coup cette production de la sérotonine, donc l'antidépresseur naturel, qui va du coup, une fois que tu fabriques cette sérotonine, c'est pour ça que tu vois pour le chocolat, beaucoup de personnes vont nous dire qu'elles en ont envie. Et d'ailleurs, celles qui dorment mal, ces personnes-là, elles en ont envie plus particulièrement entre 15 et 17 heures, tu sais, oui. au moment où tu fabriques ta sérotonine. Donc, si tu as besoin d'aller chercher le chocolat, tu vois, à ce moment-là, ça signifie, la plupart du temps, donc moi je le vérifie en biologie, ça signifie que tu manques de cette sérotonine parce que peut-être que tu manges pas assez de protéines dans ton reste de la journée. Donc voilà comme en fait on peut, grâce au sommeil aussi comprendre ce qui peut manquer dans ton acte alimentaire. Complètement. Très intéressant. Et alors, tu parlais de l'hormone du sommeil, de la mélatonine. Tu sais, bon, j'entends forcément des gens qui me disent, moi, j'en prends en complément. Alors, souvent, on entend parler pour le jet lag ou tu vois. Est-ce que ça, bon, c'est quelque chose qui peut se faire, qui peut fonctionner, mais qui doit rester ponctuel? Enfin, comment est-ce que tu vois les choses avec ton expérience? Alors c'est vrai que ayant travaillé dans la micronutrition, tu sais, avec les compléments alimentaires à l'époque, quand j'en parlais avec les collègues thérapeutes, du médecin homéopathe, acupuncteur, à l'ostéo, au psychothérapeute comme toi, au sophrologue, enfin tout le monde, la mélatonine, quand elle est à 2 milligrammes, ce qui est l'autorisation en France, elle peut ponctuellement aider la personne si c'est juste un problème je travaille dans un endroit où il n'y a pas de repères lumineux, donc ma glande pinéale, elle ne voit pas où j'en suis dans les horaires et si c'est le jour, la nuit. Si je rentre effectivement d'un voyage où il y a un jet lag, ça peut être des régulations temporaires. Mais ce qu'on va quand même constater, c'est que les personnes vont quand même te dire qu'il y a une légère amélioration, mais que pour autant, elles ou ils ne dorment pas. Donc en fait, ça reste à
à mettre en complément d'autres choses, la mélatonine. Souvent, elle est associée à de la vitamine B6, elle est associée à de la mélisse, elle est associée à de la phytothérapie, en fait, complémentaire et surtout à de la L-théanine. La L-théanine, c'est un acide aminé qui va permettre de te détendre, qui va fabriquer un neurotransmetteur qui est le GABA et qui est souvent pour la personne qui te dira, par exemple, peut-être toi en thérapie, j'ai du mal à m'endormir. Donc, c'est la personne anxieuse. La mélatonine, elle peut être intéressante si elle est bien accompagnée d'un contexte global où on a compris si tu avais du mal à dormir parce que tu as une difficulté d'endormissement ou est-ce que tu as des réveils nocturnes. On s'est quand même penché sur la question que finalement, la mélatonine, elle va aider un peu plus en statistique les gens qui se réveillent pendant la nuit, notamment vers la fin de nuit, 4h, 5h du matin. Il y a des études japonaises qui ont montré ça. Donc, c'est comme ça que... Alors après, on pourra aussi dire que le dosage en France est trop limite. Dans pas mal de pays, on peut monter à presque du 5 milligrammes. Beaucoup dans les compléments alimentaires. Donc ça, c'est vraiment personne dépendante, mais quand même dans l'ensemble, ça peut être intéressant. Et justement, tu parlais de phytothérapie. Il y a des plantes, effectivement, je connais bien la mélisse, mais il y en a certainement plein d'autres. On entend parfois les gens prendre d'autres plantes, de la verveine pour essayer de dormir. Toi, je sais pas est-ce que tu en as que tu privilégies plus que d'autres, aider à l'endormissement? Oui, exactement. Il y a la mélisse, en fait, officinale, qui est la même famille que la menthe, qui est exceptionnelle, en fait, parce qu'elle va venir être sédative et apaisante. Elle va venir induire un sommeil. Elle va pas te permettre de dormir vraiment, mais elle va faire que tu vas être dans un état cérébral pour dormir qui est plus approprié. Tu as la même chose avec la passiflore. La passiflore, elle va calmer l'exagération de cogitation émotionnelle que tu peux avoir, où tout d'un coup, les gens vont dire, j'ai le petit vélo qui se met en route. Et la passiflore, elle va aussi agir beaucoup sur l'aspect hormonal. Quand les femmes vont avoir un syndrome prémenstruel ou en préménopause, ou au tout début, quand les jeunes filles ont le démarrage de leurs règles, on en parle trop peu, ça aussi. Elles vont avoir du mal à dormir et ça va créer des troubles anxieux pendant la journée, que ce soit en phobie scolaire, après ce que tu peux retrouver en patientèle. En fait, du coup, la passiflore, on l'aime beaucoup, les Scolzia aussi. En fait, c'est le pavot californien. On va aimer aussi beaucoup le safran. Donc, en fait, toutes les plantes qui agissent sur le système nerveux central, elles vont être remarquables. Et c'est là on peut faire un sur-mesure absolument génial pour venir aider en fonction du mois, en fonction des épreuves émotionnelles aussi, et des raisons, en fait, des causes aussi du problème de sommeil. C'est ça qui est intéressant. Et puis après, je pourrais même te dire l'aromathérapie, qui est assez fantastique même pour les enfants petits, l'orange douce, la lavande. Ouais. En fait, on est sur une action presque immédiate de régulation sur le système nerveux central qui va être apaisante. Et là, tu vois, on est plus sur le démarrage de la préparation dite au sommeil. Donc, ça, c'est des outils naturels extra. Complètement. Et j'ajouterais, alors parce que j'y suis formée, mais les fleurs de bac aussi qui peuvent être en complément pour tout ce qui est vélo en boucle. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Tout est complémentaire. Et c'est ça aujourd'hui qui est génial, c'est qu'en fonction de notre pratique professionnelle et de la problématique de la personne, on peut créer une boîte à outils, une boîte à trésors naturelle, plus des méthodes après de comportement alimentaire, de comportement sur le corps. Donc, c'est très actif et ça peut être du coup adapté à chacune des situations. Donc ça, c'est vraiment, on a de plus en plus de résultats effectivement en cabinet, moi je trouve avec les collègues. Donc toi, je pense que c'est la même chose avec les fleurs de bac sur l'émotionnel, quoi. Oui, l'idée c'est de proposer des outils, comme tu dis, une boîte à outils aussi pour que les personnes puissent fonctionner en autonomie. Et parfois, quand il y a un trop plein d'émotions, avant d'entamer une thérapie, ça peut être intéressant de passer par la case phytothérapie, fleurs de bac ou autre, pour pouvoir apaiser aussi, tu vois, en intensité. Et j'imagine pareil pour les comportements alimentaires. Ouais. Ouais, voilà, c'est très important. Le lait chaud, on en entend parler. Est-ce que ça fonctionne vraiment, le leche sueño en espagnol pour les hispanophones qui passeraient par là? C'est ça. Le lait, en fait, il y a une intelligence des humains parce que à l'époque où il n'y avait pas d'alternative et qu'il y avait le lait de mammifère, ce qui est génial, c'est que sans le savoir, on prend le lait qui contient le tryptophane. C'est l'acide aminé de la sérotonine et de la mélatonine. Donc, pour le coup, c'est pas une légende. Le fameux lait chaud, il est très cohérent et pertinent avec cette problématique des neurotransmetteurs. Donc après, aujourd'hui, alors le lait de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il avait pas trop d'hormones, il avait pas trop d'antibio. Les vaches, elles faisaient que 6 litres de lait. Donc oui, la question, je te réponds, oui, ça fonctionne hyper bien. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est le même lait? Donc ça, c'est une autre question sur l'industrie agroalimentaire.
si la personne a encore la lactase et qu'elle a pas de problème de ballonnement et de gaz, elle peut tout à fait se faire plaisir avec un bon lait chaud, avec du miel aussi dedans, voilà pour le confort en fait, de la régulation aussi des appels de sucre parce qu'en fait, on voit bien que les craquages, moi je le vois depuis que je suis installée, le soir, ça peut être un moment très délicat émotionnel où l'angoisse surgit et où le mangeur, la mangeuse va aller chercher dans le placard les gâteaux, toutes les choses qui peuvent après amener un comportement compulsif et après une très grande culpabilité et surtout après un corps qui a du mal à digérer, qui dort pas et qui dort pas parce qu'il y a un trouble du sommeil, mais qui dort pas parce qu'il y a eu, trop de carburant énergétique mis avant de se coucher et ça, c'est très infernal pour la personne et elle va le faire en cachette, en culpabilité et ça va pas nous aider, nous, dans la régulation émotionnelle pour après et on le voit après dans l'insulinorésistance. En tout cas, c'est ce qu'on comprend aujourd'hui avec les problèmes de pancréas. Et on sait que ça joue énormément, sur les troubles du sommeil actuels. Et donc, il y a une histoire d'heure et une histoire de ce qu'on ingurgite dans la journée. Tu parlais notamment des protéines. Donc, si on y revient un instant, l'heure du dîner, idéalement, quand même, de laisser assez de temps pour digérer avant d'aller dormir. Hein. C'est ça, idéalement. Alors là, tu vois, ça rejoint une question presque au gouvernement, c'est-à-dire à quelle heure on termine notre travail, ce qui est pas du tout physiologique. En fait, on est en jet lag de notre horloge, de notre rythme circadien. Et c'est ça que nous fait comprendre les troubles du sommeil aujourd'hui. Si tu veux, nous, en tant que pro de santé, on voit bien que comment dire à quelqu'un qui rentre du boulot à 21h que idéalement, il aurait été souhaitable qu'il ou qu'elle mange à 18h, quoi. En fait, il faudrait qu'on soit réglé comme les anciens disaient, comme les poules. Mais c'est tellement logique. En fait, c'est ce que font pas mal de nos amis en Europe et dans beaucoup d'endroits dans le monde où ils sont beaucoup plus dans une physiologie qui leur permet, si tu veux, de vraiment récupérer ce que le sommeil doit nous apporter, cette récupération. Et en fait, idéalement, pour répondre à ta première question, pardon, c'est 3 heures, en fait. On estime que si tu es sur un repas structuré d'une soupe, d'une crudité de saison, d'un légume cuit de saison, et que tu as une petite protéine, voilà, sans trop de matière grasse, avec une faible quantité de féculents pour pas charger ton corps alors qu'il va aller se coucher, donc pour que tu aies faim aussi le lendemain matin en te réveillant, faim dans le sens appétit d'aller manger, que tu as goût à faire une tartine ou un bol de céréales. En fait, on se rend compte que idéalement, ce serait ça, ce serait 20 heures, je mange, un repas structuré ou qui a été élaboré pour moi en fonction de ma manière de digérer, voilà ce que j'ai fait dans la journée. Et après, in fine, d'aller me coucher 3 heures après, ce qui fait 21h, 22h, 23h. Ce qui fait qu'on est pile dans l'heure chronologique, chronobiologique, en fait, de la mélatonine et de sa sécrétion. C'est ça qu'on a souvent dit aux gens. Essayez ou d'aller dormir avant minuit, mais c'était pour cette raison-là. Mais pourquoi on leur a pas expliqué? C'était par rapport à la production de l'hormone du sommeil. Les gens sont hyper intelligents, comme on en parlait ensemble la dernière fois. Il faut juste leur indiquer. Et après, en plus, quand on voit la réaction qu'ils vont avoir ou qu'elles vont avoir, la personne te regarde en disant, mais c'est tellement logique. Et en fait, c'est se recadrer dans l'horloge biologique. Complètement. Et c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui le font très bien. Mais au moins, déjà, de savoir ça, ça permet de comprendre pourquoi on fait les choses et c'est hyper important. Est-ce que on n'a pas le temps, évidemment, de regarder tous les cas personnalisés, mais pour les personnes qui travaillent en horaire décalé, est-ce que tu aurais des astuces, conseils, parce qu'évidemment, il y a des contraintes qui font qu'elles ne peuvent pas fonctionner de la même manière. Comment est-ce qu'elles peuvent agir quand même à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation? Les personnes qui vont travailler la nuit, ou qui, par exemple, moi, je vois, j'accompagne des personnes qui travaillent sur les marchés. Donc, c'est des personnes qui vont se lever, par exemple, en pleine nuit à 3-4 heures du matin pour aller à Rungis, par exemple. Après, il y a les policiers, il y a les pompiers, il y a les infirmiers, tous les professionnels de santé qui travaillent effectivement au niveau nocturne. Alors eux, nous, c'est souvent notre objet de mémoire, de sujet de mémoire, parce qu'il y a une prise de poids toujours, avec ce sommeil manquant, en fait, en tout cas, ce décalage, c'est-à-dire je dors pendant la journée, ce qui va complètement modifier leur physiologie. Donc nous, ce qu'on va conseiller, c'est de faire le vrai repas très riche avant d'aller travailler, comme si c'était le déjeuner. En fait, on va inverser, si tu veux, le rythme alimentaire. Et quand ils vont rentrer de leur activité nocturne professionnelle, on va leur faire, en fait, comme un dîner, mais version, voilà, on va faire un retour de logique alimentaire pour pas qu'ils soient perturbés pendant le sommeil à avoir trop mangé, parce que la plupart du temps, ils vont pas assez manger avant de partir travailler pendant cette nuit, et ils vont arriver le matin affamés. Et là, ils font les mauvais choix, et c'est comme ça que leur prise de poids, elle va être
ça va être une prise au piège en fait. Voilà, ils vont être dans un blocage et puis ils auront des troubles des neurotransmetteurs. Et du coup, ce qui fait qu'après, quand ils vont, moi je le vois des personnes qui remettent des horaires entre guillemets normaux, c'est-à-dire la journée, ils sont complètement déphasés et encore plus fatigués que quand ils avaient leur rythme d'avant de routine. Ah oui. Donc ça met presque 6 mois. Wow. J'ai vu plusieurs patients qui ont mis 6 mois, voire 9 mois à retrouver, en fait, et on a fait de la luminothérapie. Là, pour le coup, c'est ta question de la mélatonine, c'est hyper intéressant. Et avec les médecins du travail, de réajuster avec l'accord médical, de réaugmenter les dosages de mélatonine, parce qu'en fait, le corps a beaucoup plus de difficultés après à se remettre dans l'axe. Donc ça, c'est important de dire aux personnes qui ont des activités pro où ils sont en décalé par rapport à la logique de l'horloge biologique, d'être accompagnés par des professionnels spécialisés dans le sommeil. Parce que sinon, pour eux, on le sait, ils ont un vieillissement cellulaire, on le fait doser maintenant en neurobiologie, ils ont un vieillissement cellulaire de presque 10 ans. Et on le voit, tu vois, merci du coup de poser cette question parce qu'ils sont très nombreux finalement les salariés qui sont dans des horaires inadaptés, on va dire. C'est pas forcément complètement nocturne, mais totalement inadaptés. Je pense à une patiente, tu vois, au moment où je t'en parle. En fait, le rythme du corps, il est décalé et ça peut créer des problèmes de santé. Donc c'est important d'aller en parler avec les personnes spécialisées par rapport au sommeil. Ouais, complètement. De toute façon, je pense quand on est dans des situations un peu à part, même des phases de vie, que ce soit après un deuil, que ce soit on vient d'avoir un enfant. Enfin, je pense que c'est bien de se faire accompagner aussi, d'être soutenu, de se sentir soutenu. Dans une société parfois très individualiste, je pense que c'est bien aussi de se faire accompagner quand on en a besoin. Ah, mais tellement. Et on en parle trop peu. Et le sommeil, c'est vraiment le troisième axe, manger, boire, dormir, et qui est trop banalisé, où on n'a pas d'éducation, effectivement, comme tu le disais, sur qu'est-ce que ça veut dire bien dormir, à quelle heure on doit s'endormir, à quelle heure on mange, à combien de temps on doit laisser entre le moment où on dîne et on va se coucher. Quand j'ai des horaires décalés, les hôtesses, les stewards, c'est ça, voilà. Pareil, la médecine du travail, ça serait bien aussi qu'elle soit formée pour pouvoir réajuster et renvoyer vers nous qui avons l'habitude d'accompagner les troubles du sommeil. Parce que en fait, on répare assez vite finalement, alors que les dégâts, eux, ils sont longs à réparer. Donc il y a quelque chose, c'est tellement dommage de dire à la personne une fois qu'elle est en retraite ou en retraite, en fait, c'était juste des ajustements simples. Quel dommage. Voilà, ça rend fou, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas normal. Oui, on a envie de dire, n'attendez pas la retraite pour prendre soin de vous aussi. Mais oui. Ouais. Exactement. Mais les jeunes, je trouve que comme tu dis, les nouvelles générations sont aguerries, on va dire, de notre nous, des manques qu'on a pu avoir et des difficultés qu'on rencontre. Et donc, je pense qu'ils se réveillent beaucoup plus vite que nous. Ça, c'est génial, grâce au réseau. Ouais, grâce au réseau, au podcast, c'est super. C'est aussi pour ça que c'est important de pouvoir diffuser cette information. Et justement, alors, ça peut réveiller des peurs aussi quand les gens viennent te voir en consultation. Est-ce qu'il y a des peurs que tu vois apparaître un peu plus souvent par rapport à l'alimentation, est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent plus souvent? La peur, moi, que j'ai le plus souvent, c'est que moi, souvent, on vient me voir, alors, soit pour des problèmes de microbiote, tu sais, soit pour la problématique de se sentir mal dans son corps. J'aime pas dire le perte de poids parce qu'on fait bien au-delà que de la perte de poids. On fait surtout une reconnexion au corps, à soi, à l'estime de soi et à la curiosité presque de l'enfant qui a envie de savoir, mais il était une fois mon corps, mais je le connais pas celui-là. C'est quoi? Comment il fonctionne? Voilà. Et c'est j'accepte d'avoir une aide ou en tout cas des conseils et j'ai envie de les appliquer pour me faire du bien et pour me connaître et être autonome. C'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, l'autonomie. Et la peur qui revient toujours, c'est que souvent, moi, je vais proposer de manger plus. Je vais proposer de manger plus gras. Et donc, il y a la matrix là, de l'encodage de la secte du régime qui revient à grands pas en mode, je te la fais courte, mais Claire, mais comment en mangeant plus gras, je vais perdre du gras? Mais vous êtes sûre? Alors ça, j'ai souvent cette inquiétude qui revient, mais est-ce que vous êtes sûre? En gros, c'est cette confiance manquante en nous, comme on n'a pas eu l'éducation à l'école, où tout d'un coup, c'est un peu comme à l'auto-école, tu vois. Mais vous êtes sûre c'est la bonne route? Je suis passée du bon côté? Est-ce que ce panneau-là, il veut dire vraiment ça? C'est une revalidation tellement on ne nous a pas donné les clés et tellement on n'est même pas au courant qu'il y a des clés, qu'il y a un trousseau et qu'il y a des portes et qu'il y a des serrures. Et voilà. Et en fait, la peur qui revient, c'est la peur peut-être de ne pas y arriver aussi. Donc derrière tout ça, finalement, c'est ce que toi tu travailles, c'est la confiance en soi,
c'est la connexion à son corps. Et ça peut faire peur aussi, la connexion à son corps, à ses sensations, justement parce que nous, thérapeutes, on fait modifier certaines sensations et d'être sur quelque chose d'inconnu, ça fait peur, puisqu'on est sur, moi en tout cas, les patients que j'accompagne, ils se sentent mal dans leur corps, donc c'est compliqué de te connecter à quelque chose dans lequel tu te sens pas bien. Hein, c'est un peu bizarre quand même. Oui, ce principe, ouais. C'est un peu comme si tu t'es fâché avec quelqu'un et que je te dis, alors Laetitia, il va falloir te connecter à cette personne. Et toi de me répondre, Claire, t'as pas compris, je viens de te dire que je m'étais un peu fâchée avec. Donc voilà, c'est là où la peur, elle est, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais y arriver à me connecter à ce corps dans lequel je suis pas à l'aise? Et ça, c'est une vraie question. Parce que même moi, ça me fait évoluer beaucoup, beaucoup ma pratique et peut-être la manière de formuler mes propositions. Et tu vois, par rapport au sommeil, le sommeil, il dit beaucoup, beaucoup de la personne. Dis-moi comment tu dors ou comment tu dors pas. Et nous, on sait déjà, voilà, ce qui peut se passer, quoi. Ouais, et c'est hyper intéressant de comprendre ces liens justement avec l'alimentation. Nous, on voit, tu vois, en thérapie, comment parfois, les rêves évoluent aussi en fonction de ce qui se passe. La personne redevient actrice, tu vois, de ses rêves, par exemple. Ça, c'est génial. Enfin, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y aurait si les personnes qui ont envie de continuer à explorer le sujet avant peut-être de venir te voir et de se faire accompagner, est-ce qu'il y aurait un livre que tu recommanderais peut-être pour aller creuser ce sujet de l'alimentation, peut-être en lien avec le sommeil? Oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Je te les donnerai pour qu'il y ait un lien, pour que les auditeurs, auditrices puissent aller les trouver. Il y en a un qui me vient tout de suite, c'est de Sylvie Royan, qui est Dormir comme un sapiens, qui reprend un peu toute l'histoire, voilà, du sommeil, comment ce sommeil fonctionne, de quoi on a besoin, pourquoi aussi il est perturbé aujourd'hui. Donc c'est un peu un travail de l'histoire de l'humain en fait à travers le sujet du sommeil, et ça donne des clés ou en tout cas des éclairages. Et ça, c'est nous ce qu'on aime bien justement, c'est mettre une lanterne qui vient sur ce chemin de la connexion à son corps pour s'y sentir bien. Et il est vraiment remarquable et il est très récent. Après, il y en a d'autres qui expliquent plus le fonctionnement du sommeil, plus technique. Et après, je pourrais partager des liens sur des études qui ont été menées sur justement les aliments, le tryptophane, la mélatonine, voilà. Avec plaisir. Oui, moi j'aime bien mettre des ressources supplémentaires en description pour ceux qui veulent aller plus loin, parce qu'évidemment, en 30 minutes, on survole, on donne des clés. Déjà, d'aller regarder un petit peu ce qu'on mange, comment, qu'est-ce qui peut nous aider à dormir, qu'est-ce qui peut, en termes d'horaire, jouer. Donc, je pense que déjà, là, ça donne des infos intéressantes. Et puis alors, tu sais que j'aime bien poser cette question pour faire le lien avec les autres épisodes. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs et auditrices à aller écouter le premier épisode qu'on avait fait ensemble où tu avais donné une mine d'informations autour du microbiote. Quel autre secret de Polychinelle est-ce que tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode? Ah oui, c'est la thématique que j'aimerais que tu abordes avec toujours un sens comme ça global qui va aussi en profondeur. C'est comment on ressort en fait des traumas sur le harcèlement. Harcèlement sur les plans en fait que toi tu as envie d'aborder par rapport à tes projets de partage, mais le harcèlement en fait moral et voir aussi le harcèlement physique, mais le harcèlement moral. Comment on déconstruit quelqu'un qui a eu une emprise sur nous, notamment moi ce que je trouve très important sur les jeunes, sur la santé mentale et les dégâts des réseaux et de cette vague en fait des haters en fait qui devient de plus en plus banalisée, où on finit presque par en rire alors que c'est absolument pas drôle, ou même s'il faut rire de tout. Mais quand on voit je pense que ton cabinet ne va avoir de cesse d'augmenter dans les motifs de consultation sur nos jeunes, mais pas que, hein, parce que mais en fait, à travers ce qui se passe, c'est un sujet de fond et qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise. Et moi, je vois beaucoup de patients en épuisement professionnel, où en fait l'élément qui a été déclencheur, ça a été vraiment du harcèlement sur cette non-reconnaissance. Et en tout cas, ça c'est vraiment quelque chose, tu vois, que toi tu peux aborder à travers les personnes aussi que tu peux interroger, ou toi-même Oui, en bien tant sûr. que thérapeute. Avec plaisir. Oui, il y a beaucoup de choses à dire effectivement dans le monde de l'entreprise. Comment le lien entre confiance en soi, comment est-ce qu'on peut travailler ça aussi pour pouvoir faire face, parce qu'on ne pourra pas éviter parfois de tomber sur des personnes comme ça. Et après, le sujet pour les jeunes avec les écrans, où là encore, on a une autre forme de harcèlement moral. Donc, effectivement, il y a de quoi faire
Ouais, c'est un très bon sujet d'actualité. Merci Claire. Ça me je suis la première à écouter. Ok, ça marche. Je vais réfléchir à la question. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet pour lequel on vient aussi beaucoup me voir. Donc ça a complètement du sens. Merci pour ça. Alors, je remettrai le lien vers ton site, vers ton compte Instagram. Hein. Je crois que le plus simple, tu es assez actif sur Instagram aussi. C'est le plus simple pour te suivre. Merci beaucoup Claire. On avait eu quelques aléas techniques à la première prise, donc merci d'être venue. Ça arrive, comme tout. C'est quelque chose qu'on fait en plus de notre temps, de toute façon, de toutes nos autres activités. Donc voilà, c'est précieux. Et d'ailleurs, si vous appréciez l'épisode, pensez à le partager et à mettre une note aussi, bien sûr. C'est ça qui nous fait continuer, qui nous donne envie de continuer. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup pour ton invitation, Laetitia, et ton partage. Merci d'avoir écouté cet épisode de Secret de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec tes proches, avec ton entourage, à mettre aussi un avis 5 étoiles ou même à me laisser un commentaire. Et puis si tu as envie d'en savoir plus sur les actualités autour du podcast, ton activité de thérapeute, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la bio et également sur mon compte Instagram où tu peux également me suivre qui s'appelle laetitia.thérapie_podcast. À bientôt!